Dans cette vidéo, nous allons parler du mode d'action des enzymes digestives. Les aliments que nous consommons contiennent 3 catégories de molécules organiques. Tout d'abord, on peut citer les protéines qu'on va retrouver par exemple dans les poissons, les œufs, les viandes. On peut citer ensuite les lipides qu'on va retrouver par exemple dans le beurre, les huiles, les avocats, les noix. Et enfin, les glucides que nous allons retrouver dans le pain, les pâtes, les céréales, etc. C'est sur la digestion des glucides que nous allons travailler aujourd'hui. Tout d'abord, les glucides sont rangés en différentes catégories. On retrouve les monosaccharides formés d'un seul ose et les disaccharides formés de 2 oses. Enfin, on trouve des sucres plus complexes tels que l'amidon qu'on retrouve dans le pain, les pâtes, etc., qui est un polysaccharide, et la cellulose que l'on retrouve dans la paroi des végétaux. Ces molécules complexes sont trop grosses pour franchir la barrière intestinale et rejoindre le sang. Ainsi, au cours de la digestion, ils seront transformés en sucre simple, notamment en glucose. Ici, l'amidon du pain sera transformé au cours de la digestion en glucose qui pourra franchir la barrière intestinale et rejoindre le sang. La transformation de l'amidon en glucides plus petits et finalement en glucose est une hydrolyse. Cette réaction se réalise spontanément, mais sur une durée bien trop longue pour être compatible avec le vivant. Elle nécessite donc l'intervention d'enzymes contenues dans les sucs digestifs. Ces enzymes sont tout d'abord des biocatalyseurs, mais également des protéines. On parle de biocatalyseurs, tout d'abord de catalyseurs, parce qu'elles accélèrent une réaction chimique. Comme tout catalyseur, une enzyme n'intervient pas dans les produits de la réaction et retrouve son état initial en fin de réaction. On ne va donc pas la retrouver dans l'équation directement. On parle ensuite de biocatalyseurs, bio, car elles fonctionnent dans les conditions compatibles avec le vivant, ce qui n'est pas le cas d'autres catalyseurs, comme l'acide, qui accélère les réactions chimiques mais n'est pas compatible avec le vivant. Les enzymes sont des protéines, elles dépendent donc de l'information génétique et présentent une structure spatiale particulière. Par exemple, ici, l'amylase représentée en gris foncé va avoir une structure particulière avec un site actif complémentaire de son substrat qui est l'amidon représenté en bleu. On peut schématiser cela ainsi, avec ici représenté l'enzyme présentant un site actif complémentaire du substrat, représenté ici par un triangle vert. Les autres substrats, le rond et la forme bleue, n'ont pas de forme complémentaire avec l'enzyme. Cette particularité est responsable du mode d'action d'une enzyme. On peut l'étudier à l'aide du logiciel lactase. On va s'intéresser tout d'abord au mode d'action d'une enzyme en général, que l'on peut schématiser en 3 étapes. Première étape, le substrat se place au niveau du site actif de l'enzyme. Il se forme alors un complexe enzyme-substrat. La réaction sera alors catalysée, ici une hydrolyse, formant 2 produits, 2 réactifs qui seront libérés, l'enzyme restée intacte et de nouveau disponible pour réaliser la même réaction chimique. Ce mode d'action si particulier va expliquer que les enzymes présentent une double spécificité. Tout d'abord une spécificité de substrat, par exemple l'amylase peut catalyser l'hydrolyse de l'amidon, son substrat, et non celle du saccharose. Une spécificité d'action, l'amylase peut catalyser la réaction d'hydrolyse de l'amidon, mais ne peut pas catalyser la réaction de synthèse de l'amidon. Enfin, dernière particularité des enzymes, l'action d'une enzyme est dépendante des conditions du milieu. On peut modéliser ça encore avec le logiciel lactase. Je vais prendre à nouveau l'exemple de l'hydrolyse de l'amidon, appelée ici amylose, qui est une forme particulière de l'amidon. L'enzyme amylase est représentée en bleu, et par cette forme noire est représentée l'amylose. Au départ, je prends une température de 20 degrés, un pH de 6, et je peux voir la catalyse de l'hydrolyse de l'amylose se réaliser ici. Mais je peux également faire varier les conditions du milieu.
Je vais faire varier les conditions tout d'abord de température, en augmentant la température tout d'abord à la température corporelle de 37 degrés. Dans ce cas, avec cette température de 37 degrés, je peux voir l'hydrolyse de l'amidon s'accélérer. Elle sera plus rapide à 37 degrés qu'à 20 degrés. Mais je peux pousser les variations de température à des conditions un peu plus extrêmes et augmenter la température à 90 degrés. Dans ce cas-là, la forme de l'enzyme va être modifiée. On dit que l'enzyme est dénaturée. Elle ne possède plus un site actif complémentaire de son substrat et ne peut donc plus catalyser la réaction qu'elle catalysait au départ. Je peux ensuite revenir à la température que j'avais choisie précédemment, soit 37 degrés, et faire varier un autre paramètre du milieu, le pH. Je prends un pH de 6 degrés que je vais diminuer, je vais le rendre plus acide, passer à 2, par exemple un pH de 2, et je vois à nouveau l'enzyme se dénaturer, changer de conformation dans l'espace. Dans ce cas-là, de la même manière, elle ne peut plus catalyser la réaction d'hydrolyse de l'amidon. Ainsi, les enzymes vont être dépendantes des conditions du milieu. Par exemple, ici, la glucose oxydase va présenter une température optimale d'action à 35 degrés. L'amylase et la trypsine, deux autres enzymes, vont présenter une température optimale d'action de 40 degrés. De la même manière, pour le pH, la glucose oxydase va présenter, comme l'amylase, un pH optimal d'action vers 6,5 et la trypsine, un pH un petit peu plus élevé. Ainsi, à travers cette vidéo, nous avons pu étudier le mode d'action des enzymes digestives qui permettent de transformer les glucides à grosses molécules en glucose qui pourra